Merci. Donc je vais passer la parole à Ruth Gozlan de la ville d'Écart. Bonjour. Tout d'abord, merci de l'invitation, Marc. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la santé communautaire. Je travaille à la MIDECA, qui était avant la MIT, ça fait 14 ans. Et moi, effectivement, ce que je connais, ce sont des associations qui généralement viennent à la MIT ou à la MIDECA maintenant pour demander un soutien, notamment des soutiens financiers, mais aussi qui nous rappellent à quel point c'est important pour eux d'exister, d'être légitimes, qu'on ne les oublie pas. Et là-dessus, j'ai l'impression effectivement d'essayer de faire ce que je peux pour que, effectivement, que ce soit à Sud, que ce soit Technoplus, que ce soit Psychoactif, de faire au mieux pour qu'effectivement ces associations, que moi je n'appelais pas spécialement associations de santé communautaire, soient entendues, soient reçues quand on demande des rendez-vous et soient soutenues. Alors, j'ai quand même regardé un peu ce qu'était la santé communautaire avant de venir ici, mais je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'est la santé communautaire. Mais sachez que je me suis documentée parce que, effectivement, ce n'était pas pour moi une évidence. J'ai bien compris que ce qui était important, c'est de faire, pas faire à la place d'eux, c'est de faire avec, c'est effectivement de s'intéresser à la place de citoyens des usagers de drogue, malgré leur statut, le statut illicite de la consommation sur lequel pour l'instant on n'a pas réussi à changer grand-chose, voire certains diront, et je les comprends, qu'on va plutôt vers une certaine difficulté, enfin certaines difficultés à venir avec l'amende forfaitaire délictuelle. Voilà, alors ce qui m'a été demandé aujourd'hui, c'est un petit peu de réfléchir aux enjeux institutionnels, en fait, aux attentes, aux défis à venir. Et c'est vrai que là, je vais en parler de ma position d'institutionnelle de la MIDECA. Et j'ai identifié quelques points qui sont à la fois des questions, hein, ce ne sont pas obligatoirement des réponses, mais en tout cas, c'est des pistes de réflexion dont j'ai déjà entendu parler ce matin. Je suis arrivée effectivement au milieu des échanges ce matin, donc il y a des choses qui auront déjà été abordées ce matin, mais je pense qu'au contraire, d'en reparler ne fera qu'effectivement renforcer mon point de vue et celui probablement des institutions et de la MIDECA. Le premier défi, à mon sens, c'est effectivement le rapprochement de la santé communautaire, ou de ce que certains appellent aujourd'hui approche communautaire en santé. C'est un rapprochement des associations existantes du droit commun. On en a parlé à table tout à l'heure avec Fabrice notamment. C'est vrai que nous sommes en attente de ce rapprochement. Nous sommes en attente d'une adhésion, par exemple d'ASUD, qui est une association agréée qui représente les usagers, alors avec toujours effectivement une petite ambiguïté, mais qui nous a bien arrangé au moment où ASUD a demandé son agrément. ASUD est une association d'usagers de produits psychoactifs, mais c'est aussi une association d'usagers du système de santé. Il existe aujourd'hui au niveau national un regroupement, une union nationale des associations d'usagers du système de santé qui s'appelle France Asso Santé. Et c'est vrai que nous aimerions que ASUD adhère à cette instance nationale dans l'intérêt des usagers de drogue, parce qu'effectivement, en termes de légitimité, il ne s'agit pas pour nous effectivement de perdre la légitimité, de se fondre dans le droit commun, mais il s'agit de s'en rapprocher, et de s'en rapprocher avec l'idée de sensibiliser le droit commun à la spécificité de ce que représente aujourd'hui l'usage de drogue et la difficulté que rencontrent les usagers de drogue avec le système de soins. Également, France Asso Santé a un observatoire des droits avec des personnes, 18 personnes qui travaillent à répondre, avec des juristes, des travailleurs sociaux qui répondent effectivement aux usagers du système de soins
Et nous pensons qu'il serait pertinent que l'observatoire des usagers porté par ASUD puisse se rapprocher pour sensibiliser tous les répondants du droit des usagers, de droit commun du système de santé, qu'il puisse y avoir vraiment une acculturation. Alors j'ai regardé leurs statistiques, j'ai vu qu'il y avait quand même des usagers de drogue. Alors effectivement, je ne sais pas si ce sont des usagers de drogue, ce sont des personnes qui appellent sur une question d'addiction. Donc effectivement, addiction, ça peut vouloir dire drogue à usage illicite, comme ça peut vouloir dire alcool. Mais justement, ça va introduire mon point suivant. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est quand même très important que cet observatoire de droit commun puisse apprendre et comprendre ce que fait l'observatoire des usagers de drogue et bénéficier en fait du travail qu'ASUD fait, notamment le travail sur le refus de vente de seringues, le refus de vente de traitements de substitution aux opiacés, mais aussi, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la difficulté d'accès à la méthadone en XAPA. De fait, c'est assez étonnant de penser que c'est encore le cas aujourd'hui, mais il faut plusieurs mois parfois pour obtenir une prescription de méthadone dans un XAPA. Ce sont quand même des structures médico-sociales spécialisées dans l'usage de drogue. Et je pense qu'effectivement, ASUD a un travail à faire là-dessus. Les représentants de la Fédération Addiction y réfléchissent, mais je pense qu'effectivement, un rapprochement, encore une fois, avec ce droit commun, moi et l'ami Descamps pense qu'effectivement, ça permettrait d'avancer et de lisser un peu cette question de la stigmatisation en tant qu'usager du système de soins. Le deuxième point où je pense qu'effectivement c'est pour nous un enjeu important, ça a été abordé ce matin par Martine Lacoste, c'est la question de l'alcool. Nous avons l'impression qu'effectivement il faudrait que l'approche communautaire en santé, la santé communautaire, s'ouvre sur de nouveaux champs. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué, y compris pour les pouvoirs publics, c'est très morcelé de comprendre quelle est la différence entre un père aidant, un patient expert, une association d'entraide, une association de santé communautaire. Et je pense qu'effectivement, il y a des points communs. Et nous pensons, mais bon, vous me direz si on a tort ou pas, mais nous pensons qu'il y a quand même aujourd'hui 49 000 personnes qui meurent de l'alcool tous les ans. C'est l'équivalent de la ville d'Albi qui disparaît de la carte chaque année. Et que les associations d'entraide, qui sont très anciennes, qui viennent effectivement qui ont plus de 50 ans d'ancienneté, n'ont pas aujourd'hui suffisamment pris leur part du travail sur la question du plaidoyer vis-à-vis des politiques, et qu'effectivement ils sont très puissants sur la question de l'entraide pour aider les personnes à avancer, à sortir de leurs difficultés, dans une approche effectivement qui me paraît être aussi une approche de santé communautaire, mais toute la part du travail sur le positionnement citoyen, l'interface avec les politiques et le plaidoyer vis-à-vis des politiques, nous pensons qu'effectivement il y a quand même un gros travail à mener, et que l'expérience que vous avez, vous, association communautaire autour des drogues illicites, peut être un point fort pour ces associations d'entraide pour avancer sur ces éléments-là. Nous pensons qu'effectivement, enfin, je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler du plan qui vient de sortir, de la difficulté qu'il a eu à sortir, et s'il a eu autant de mal à sortir, c'est parce qu'il y avait quelques soucis autour de l'alcool. Et si vous avez le temps de le lire, ce plan qui est quand même long, je ne pense pas que tout le monde le lira, mais en tout cas sachez que le mot alcool apparaît un nombre incalculable de fois dans tous les attendus, dans tout l'état des lieux. Donc on ne peut pas dire que l'alcool a été oublié dans ce document.
Mais quand vous regardez le nombre d'actions au regard de ces 49 000 morts, effectivement, il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire des propositions, en tout cas que des propositions en fait soient retenues. Et nous pensons effectivement que la santé communautaire, en plus d'aider les personnes à s'en sortir, à gérer effectivement leur quotidien, en complément du travail que peuvent faire les soignants, voire parfois sans avoir besoin des soignants, nous pensons qu'elle peut aussi aider à lutter contre les lobbies de l'alcool, à lutter contre la vente d'alcool aux mineurs, à lutter contre les publicités qui incitent à la consommation. Vous êtes bien placé pour savoir que la prohibition a beaucoup d'effets négatifs. Notre idée n'est pas d'aller vers la prohibition de l'alcool, loin de là, mais c'est bien quand même de faire respecter la régulation minimum nécessaire. Et cette régulation minimum, elle passe par le respect de la non-vente du tabac, d'ailleurs comme de l'alcool aux mineurs, et elle passe par le respect de ce qui était, de ce qu'est la loi Evin, et qui a été un petit peu déstructurée ces derniers temps, et donc par la limitation de la publicité. Donc ça, c'est pour nous quand même un autre défi, et nous pensons vraiment, encore une fois, que les associations d'entraide, de santé communautaire, côté drogue illicite, côté VIH également, puisque effectivement il y a une force de frappe, une puissance qui est reconnue, devrait aider et élargir leur champ d'intervention sur ces questions-là, cette question de l'alcool. L'autre question qui nous paraît importante, c'est effectivement la question de la place de la santé communautaire au niveau des territoires. C'est vrai que je pense que c'est un défi que nous devons vous aider à relever. Il y a vraiment effectivement une difficulté pour les associations communautaires à être reconnues, notamment par les représentants de la MILDECA sur les territoires, par les chefs de projet. Alors, je ne sais pas si vous savez, effectivement, nous avons des représentants dans chaque territoire, aussi bien en département qu'au niveau régional, qui sont généralement les directeurs de cabinet des préfets. Et c'est vrai que leur approche est une approche qui est plutôt orientée vers l'application de la loi. Et c'est vrai que la question de la reconnaissance de représentants des usagers de drogue est quelque chose pour laquelle on a vraiment encore besoin de travailler. Mais de toute façon, c'est un peu comme ce que je disais sur la question du rapprochement avec le droit commun. On n'arrivera pas simplement à soutenir les associations de santé communautaire simplement en les défendant. Je pense qu'effectivement, il faut que sur le terrain, vous appreniez à répondre aux appels à projets, puisque malheureusement, parfois, mais c'est la réalité du terrain, c'est par appel à projets que les financements s'obtiennent. Et effectivement, il faut que vous arriviez à répondre à ces appels à projets. Et je pense qu'on vous attend également sur des appels à projets qui sont nouveaux pour la MILDECA. Le premier a démarré en 2018, qui est un appel à projet en direction des collectivités territoriales et des communes. Et c'est vrai que sur la question du milieu festif, sur la question de la tranquillité publique, je pense que vous avez beaucoup à apporter, et que effectivement les communes doivent pouvoir s'appuyer sur vous pour mettre en place des actions sur leur territoire. Et vous pourriez, à mon sens, d'abord être attentif à la sortie de cet appel à projet qui va pas tarder à sortir. Donc ce sera le deuxième, que je vous disais. Mais je pense qu'effectivement, vous pourriez vous rapprocher des communes et des collectivités territoriales pour proposer effectivement ce que vous savez très bien faire, travailler et les rassurer, enfin les aider à gérer la question de l'espace public, de la tranquillité publique et de la consommation des produits, aussi bien dans le domaine festif que sur l'espace public. Et c'est aussi pour nous un enjeu fort. Alors sachez que en termes d'organisation, la MILDECA a modifié un petit peu son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, les chargés de mission au niveau national sont représentants d'un certain nombre de territoires. C'est-à-dire chaque territoire a 2 chargés de mission du national
représentant un territoire. Donc moi, par exemple, je m'occupe de l'Île-de-France. Je m'occupe également, je connais moins, je suis moins présente d'Auvergne-Rhône-Alpes, et je m'occupe de la Réunion et de Mayotte. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut effectivement, à l'occasion, nous demander qui sont les représentants à la MILDECA de ces régions. Il ne faut pas hésiter pour répondre à des appels à projets, pour prendre des contacts, à faire appel à nous, pour vous soutenir et pour vous donner effectivement des éléments concrets qui puissent vous aider à répondre à ces appels à projets, à vous faire connaître, à vous faire entendre sur les territoires. Et donc nous sommes référents auprès du chef de projet, mais nous sommes aussi les référents pour les agences régionales de santé sur ces territoires, pour les liens entre la MILDECA et les agences régionales de santé, donc y compris dans un travail avec les agences régionales de santé, on peut effectivement être pour vous un intermédiaire. Donc ça, c'était effectivement le troisième défi pour nous. Et puis, le dernier défi, c'est effectivement la question de l'évolution des pratiques professionnelles. Dans ce plan gouvernemental qu'on appelle plan national, dans ce plan à venir 2018-2022, il y a une grande partie sur la question des pratiques professionnelles. Nous pensons effectivement qu'il y a un très très fort défi à mener. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait que on peut aujourd'hui attendre plusieurs mois pour accéder à un traitement, à une prescription de méthadone dans un XAPA, c'est pas une question simplement de moyens. Bien sûr, il pourrait y avoir des files actives, mais c'est pas uniquement ça. C'est aussi une question de pratique professionnelle, de reconnaissance effectivement de certaines modalités de travail. Et là, sur la question des pratiques professionnelles, nous pensons vraiment que toutes les associations de santé communautaire, toutes les associations qui représentent les usagers ont vraiment leur place à jouer. Il y a eu effectivement des guides rédigés par la l'ANESM, l'un en 2010, mais l'autre plus récemment en décembre 2017 ou octobre 2017, qui effectivement insistent sur la place à prendre pour les représentants des usagers, notamment dans les CARUD. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu là, c'est l'enjeu vraiment pour les pouvoirs publics, mais bien sûr, on aura besoin de vous. Et c'est tout le problème de toute publication de guides, c'est qu'il ne suffit pas de publier des guides, c'est qu'il faut accompagner leur appropriation. Et pour nous, ce sera un véritable enjeu d'accompagner, de faire accompagner l'appropriation de ce guide qui donne une grande place aux usagers, par les CARUD, mais aussi, il y aura bientôt aussi, normalement, alors c'est vrai que l'ANESM a intégré l'HAS, mais je pense qu'il est prévu également un autre guide sur la réduction des risques en XAPA, et je pense qu'effectivement, de la même manière quand ce guide sera publié, il faudra effectivement que nous donnions les moyens d'accompagner la diffusion de ce guide pour accompagner son appropriation. Voilà, donc ce sont les quelques enjeux, les défis que j'ai identifiés. Il y en a probablement d'autres. Et puis le plus gros enjeu, c'est qu'effectivement, alors même que nous avons la preuve, et vraiment elle n'est plus à faire que sans les usagers, sans ces associations de santé communautaire, et ça a été dit ce matin, la santé publique n'existerait pas. On sait aussi que les institutions ne donnent pas facilement leur place aux associations d'usagers et encore plus difficilement aux associations d'usagers de drogues illicites. Et donc tout l'enjeu d'un point de vue général, c'est effectivement d'arriver à faire qu'on continue à vous donner cette place, mais surtout qu'on continue à vous aider, puisque la santé communautaire, c'est de faire et pas faire à la place. C'est de vous aider à la prendre et éventuellement à prendre encore plus de place. Et je pense que effectivement, la question, l'existence, encore une fois, de patients experts, de pères aidants, le plan prévoit la formation des patients experts, la formation des pères aidants, mais qu'il faudra être attentif aussi à ce qu'ils ne prennent pas la place de l'usager militant qui effectivement défend la place de l'usager au sein du système de santé
en tant que pour la position de plaidoyer auprès des politiques et des institutions et pour la défense de sa place comme citoyen. Voilà. Merci. Les associations d'entraide, en fait, c'est les anonymes, c'est les anonymes surtout dont vous voulez parler, en fait. Oui, essentiellement, la politique anonyme, vie libre, pour lesquels, effectivement, on aimerait qu'ils soient plus présents dans une position de plaidoyer, et puis qu'il y ait des rapprochements, encore une fois, entre... parce qu'il y a des choses que savent faire les associations d'usagers de drogue illicite ou des associations comme aide, que effectivement les associations d'entraide ont plus de mal. Après, les associations d'entraide, eux, ils sont quand même dans l'abstinence, quoi. Oui, mais justement, enfin, peut-être, moi j'ai la mémoire quand même de... Il y a une dizaine d'années, et je pense que Fabrice s'en rappelle, enfin, on a monté un groupe de travail sur les communautés thérapeutiques. Et à l'époque, on n'imaginait pas mettre autour de la même table et surtout les voir travailler ensemble, les représentants de la réduction des risques et puis les représentants de ceux qui voulaient monter des communautés thérapeutiques. Et puis ça a fonctionné. Donc je pense que même si les associations d'entraide sont essentiellement dans l'abstinence, sur la question de l'alcool aujourd'hui, on soutient très très fortement la réduction des risques alcool. Le gouvernement, on y tient beaucoup. On a quand même soutenu on soutient un certain nombre de démarches, y compris par exemple auprès de la médecine générale. Pour nous, l'enjeu, si on ne parle plus que de santé communautaire, l'enjeu c'est d'intégrer à toute pratique la question de la réduction des risques et de faire en sorte que un patient qui se présente pour un problème d'alcool ne reparte pas avec l'idée qu'il ne va jamais arriver à s'en sortir parce que ce qu'on lui demande c'est d'être abstinent et que donc il ne revienne que 10 ans plus tard discuter avec son médecin traitant. Donc je pense qu'effectivement il y a vraiment un changement de paradigme à obtenir et que sur la question de l'alcool on a besoin de changer, mais ça ne veut pas dire qu'il faille, c'est pas un élément à la place de l'autre, c'est-à-dire l'abstinence, elle est nécessaire pour certains. Je veux dire, être usager de drogue ou d'alcool, c'est pas un long fleuve tranquille. Ce qui est important pour les pouvoirs publics, c'est que la personne rencontre ce dont elle a besoin quand elle en a besoin. Donc si elle a besoin d'aller vers l'abstinence, c'est bien qu'elle puisse rencontrer les acteurs qui l'aident à rester dans l'abstinence ou à aller vers l'abstinence ou à y rester. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre difficulté, c'est que la réduction des risques, ce n'est pas que les carreaux qui doivent la faire, ce n'est pas que les associations d'usagers des drogues illicites, ça doit être totalement intégré aux pratiques professionnelles. Dans toute approche, c'est comme l'entretien motivationnel. Je veux dire, si on arrive à former les médecins généralistes à l'entretien motivationnel en formation initiale, on a réussi à former les magistrats à l'entretien motivationnel. Donc je vois pourquoi on n'arrive pas un jour à former les médecins généralistes. Et je pense qu'on a réussi effectivement à faire changer le regard de certains magistrats sur cette question. Et donc je pense que le fait que les associations d'entraide soient sur l'abstinence n'est pas un problème en soi, parce que je pense qu'elles ont quand même énormément évolué. Je veux dire, on voit qu'aujourd'hui, la question des médicaments de substitution, c'est plus la même dans les associations d'entraide que c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. On peut en parler. Il y a 15 ans, les traitements psychiatriques dans certaines structures comme APT par exemple, c'était difficile de garder son traitement psychiatrique. Mais je pense que tant que ces associations-là étaient sur la défensive et qu'elles étaient très très mal perçues, justement à une époque où on ne parlait que de traitement de substitution, que de réduction des risques, elles se sont un peu reproduites sur elles-mêmes, elles ont défendu leur précaré. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des ponts possibles et que ce que la réduction des risques a apporté à la question, encore une fois, des drogues illicites ou du VIH, des hépatites, peut apporter à la question de la consommation d'alcool et doit apporter. Bonjour, moi c'est Fred Navarro, activiste militant au sein d'Acteur Paris. Alors je suis consommateur de la vie
et de tous ses plaisirs. D'accord? Je suis porteur du virus et je cohabite avec lui depuis 33 ans au mois d'août qui vient. Ce qui me chagrine, moi, ce n'est pas comment les associations ont pris en charge leur lutte. Ce qui me chagrine, c'est que personne, au niveau des responsabilités politiques, ne revient sur cette loi 70 qui interdit de parler positivement et qui du coup, dans les pays d'Europe, comme le Portugal, où ils ont légalisé l'usage de tous les produits, il y a moins de consommateurs. Ils viennent de sortir un rapport quelques années après je crois que c'est depuis 2008 qu'ils ont légalisé l'usage de tous les produits. Il n'y a plus beaucoup moins d'accidents mortels au niveau de l'usage, plus de galères de vente et de voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend nous en France? D'accord. Non, mais qu'est-ce qu'on attend nous pour revenir sur cette loi qui puisse nous permettre, nous associatifs, d'aller porter la parole et le bon usage de tous les produits. On l'a fait pour l'alcool à un moment donné. Pourquoi on continue à se borner, à être rétro-pédalé sur les droits acquis? On est en train réellement de tout perdre. Et moi, réellement, je veux vivre la fin du sida. C'est pas en disant venez discuter avec nous. Moi, je passe mon temps au sein d'Act Paris à lutter contre les actions politiques qui nous manquent. Voilà. Désolé. Non, mais... je ne vais pas répondre de la manière dont vous aimeriez que je réponde, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il manque un choix politique, il manque un courage politique, des choix, au même titre qu'effectivement, on a une difficulté en France sur l'alcool, on a une difficulté avec la loi de 70. Effectivement, nous avons défendu au moins que plus aucun usager de drogue n'aille en prison pour une consommation de produits psychoactifs, et nous n'avons pas réussi à faire passer ce message. En fait, il y a eu une mission parlementaire et c'est pas ce qui a été retenu. Donc, moi, je pense que, comme le dirait Nicole Mesrachi, pour en avoir discuté avec elle, je pense que, comme elle le dit à chaque fois, il y a des moments où les choses passent et il y a des moments où elles ne passent pas. Et manifestement, malgré que nous pensions qu'effectivement on avait une chance de faire passer un changement fort sur cette question, ça n'avait pas encore passé. En même temps, moi ce qui m'inquiète un peu sur l'avenir, c'est qu'effectivement la légalisation, qui ne sera, si légalisation il y a, que celle du cannabis, ce qu'on a réussi à obtenir quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on ne fasse pas de différence entre le cannabis et les autres drogues. C'est-à-dire que pour nous, quand on a défendu le fait qu'une personne n'aille pas en prison, c'est pas simplement parce qu'elle était consommatrice de cannabis, mais qu'elle soit consommatrice de cocaïne, d'héroïne ou de n'importe quel produit, sa place n'était pas en prison en tant qu'usager. Voilà. Donc effectivement, dans cette modification qui prévoit effectivement une amende forfaitaire délictuelle, ce qui est sûr, c'est que le délit est toujours là, donc ça c'est effectivement la difficulté, mais que par contre, elle est valable pour tout produit, elle n'est pas valable que pour le cannabis. Donc ça, je pense que c'est quand même important de le retenir. C'est à mon sens le point positif, même s'il y en a d'autres qui sont négatifs. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, le risque, c'est qu'on arrive à une légalisation à un moment du cannabis sur pression de lobbies purement commerciaux, et que c'est effectivement c'est une question qui moi me parle. Vraiment, il y a une vraie question, c'est comment effectivement comment résister à la pression des lobbies qui n'ont d'intérêt qu'économique, et je pense il faut qu'on s'y prépare. Voilà. Et on est conscient, en tout cas à la Mundéka, qu'il faut qu'on s'y prépare.
Voilà. Je voulais juste vous dire une petite anecdote sur ACT UP. J'ai travaillé pendant 10 ans comme médecin responsable à la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, à la Villepinte. Et j'étais très naïve, je ne connaissais pas plus que ça les associations. Et un jour, et quand quelqu'un voulait me rendre visite, qui que ce soit à la prison, une association, bah, il suffisait que je demande l'autorisation d'entrée. Et un jour, quelqu'un au téléphone d'ACT UP en me demandant un rendez-vous, je dis bah, pas de problème, donc je veux une autorisation. Et j'ai vraiment compris ce qu'était ACT UP, qu'au moment où le directeur s'est rendu compte que quelqu'un d'ACT UP allait venir me rencontrer dans la prison, et il n'a pas pu rentrer dans la prison. Je n'ai pas réussi. Et donc je l'ai vu dans un café du coin. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'était ACT UP. Merci.